La Sibylla Cumana était une jeune femme dont tomba amoureux le dieu Apollon. Mais elle a refusé cet amour. Alors Apollon, le dieu de la musique, lui a promis de lui donner ce qu'elle voulait en échange. Elle a pris une poignée de sable dans sa main et lui a demandé de pouvoir vivre autant d'années qu'il y avait de grains. Apollon finit par exaucer son vœu, mais la Sibylle n'a pas tenu parole. Les siècles passant, elle est devenue toute flétrie et sèche. Parce qu'elle avait oublié qu'elle ne voulait vivre que les années de jeunesse. Elle a donc fini par se ratatiner jusqu'à sa mort au point de pouvoir rentrer dans un bocal suspendu au plafond de son antre. Ses servantes ont conservé malgré tout le son de sa voix dans ce bocal. Près des îles de Capri, Ischia et Procida, vers Naples, l'oracle de la Sibylle répond à nos questions les plus intimes, mais lorsqu'elle donne sa réponse, sa voix se confond dans le bruit blanc du vent qui s'engouffre dans le couloir d'arcane menant vers la crypte, à l'endroit où le son porte les messages de l'invisible. Ensuite, il faudra décrypter les réponses qui viendront dans le son du vent. Dans nos lieux de vie s'invitent les sons de l'intime et plus qu'aucune autre matière, un silence relatif comme l'est toujours le silence, révèle en premier ceux de notre corps avec ses respirations, ses déglutitions, ses borborigmes et autres bruits incongrus. Silence et son ne s'opposent jamais. Ils s'interpénètrent de mille façons. L'état de l'un induit la nature de l'autre. Quelle est donc cette métamusique qui défie nos sens communs ? Pouvons-nous entendre depuis un apparent vide d'autres bandes passantes que celles que nous entendons habituellement ? Les sons des objets, même les plus insignifiants et les plus communs, portent-ils la voix céleste de certains anges ? Les yeux et les oreilles peuvent passer en permanence au-delà de l'encadrement des vitres des maisons, des salles de classe, de vitrines de magasins ou des carreaux des usines pour y percevoir des voix, des corps qui se hasardent dans le coin flou des angles des rues. Il y a tant de choses à entendre au dehors que la sensation d'avoir des ailes peut pousser dans le cœur. Il y a tant de choses à entendre que l'oreille peut en être toute éblouie. Il y a les sons du quotidien comme ceux des objets et ceux entendus au-delà des espaces visibles, au-delà des fenêtres, vers la rue. Mais il y a aussi l'infini des sons, au-delà du miroir de nos sens, ceux de notre espace et de notre temps, comme ceux d'un disque, d'un poste de radio, comme une voix qui sort des haut-parleurs en ce moment.
vigilant, il est certainement possible de saisir des secrets et des non-dits qui s'invitent dans ce grand silence du monde. Ouvrir une fenêtre, juste observer comment les phénomènes se déplacent, se répondent et finalement s'offrent à nous. En réalité, tout semble partir du silence, ce vide sidéral sans quoi il ne serait pas possible d'y discerner le dialogue des sons. Le seul son d'une cheminée d'usine avec celui d'une fenêtre électrique qui le filtre et qui lui fait changer sa texture et son propos. Le silence, c'est déjà le premier état et la première condition du son qui agit là, tout le temps, tout autour de nous. Sans cela, pas de forme, pas de son, et donc pas de musique. Le velouté des roues qui ronronnent sur l'asphalte et la combinaison sonore des roues dans l'eau sur l'asphalte. Le glissando grave du moteur. Il n'est pas étonnant que l'écoute sur un voilier soit un cordage qui permet de régler l'orientation de la voile. C'est pour mieux retenir un certain invisible, le vent. À la préhistoire, au retour de la chasse, il y avait d'abord le son pour relater les aventures intensément éprouvées. Le bruit cathartique de nos peurs primitives se transformait en théâtre sonique. Les objets percutés et les onomatopées rejouaient les dynamiques. Les allures vibrantes à l'oreille et à l'âme, des archétypes, des éléments de la nature, des cris d'animaux. Alors l'homme, pour conjurer le silence, a inventé des instruments à briser le silence, pour rivaliser ou communier avec les sons de sa vie et des mondes invisibles. La musique, elle nous raconte seulement que nous sommes des hommes. Où que l'on se trouve, l'écoute du monde, c'est une voie alchimique. Ça nous enseigne, ça nous touche, ça nous bouleverse et puis ça nous transforme. Mais il faut aller conquérir tous les secrets des sons. Ils ne se laissent pas dompter facilement, il faut y mettre beaucoup d'attention et beaucoup de soi. Minuscule déjà dans le liquide amniotique, notre oreille interne s'est formée vers les 4 mois. Jusqu'à cet instant même, nous n'avons cessé de percevoir des sons tout le long de notre vie, y compris dans notre sommeil. Le silence physique, nous ne l'avons donc jamais touché, et pourtant,
Dans le calme du placenta, nous venons du vide et y cheminons aussi pour le retrouver. Tout provient du silence et, depuis ce rien, les sons n'ont pas vraiment besoin de mots pour nous parler. Ils nous provoquent différentes sensations. Mais si le silence, c'est l'absence des choses, alors parfois il est implicitement créé par d'étranges intentions, parce qu'il y a des silences physiques dont la mesure s'approche de 0 décibel. Ils sont toujours liés à ces multiples silences de l'esprit. Ceux de la mémoire, du recueillement, de communion, ceux de l'oubli, ceux du déni, de l'abandon, ceux du mépris, de l'inhibition. Ils sont parfois secrets ou discrets. Ils sont parfois de gratitude ou de pardon. Dans ce livre, Gita Malache retranscrit. Après un silence intense, l'ange reprend. C'est moi qui ai écouté maintenant et le son était bon. Vous aussi, vous l'entendez déjà si vous êtes attentif. Soyez toujours attentif. Si tu prêtes l'oreille, même les pierres parleront. Des sons flottent dans l'espace, ils vibrent. Pourtant, nous parlons de sons hauts et de sons bas. Et si nous les notons, nous notons les bas en bas et les hauts en haut. En réalité, il n'y a pas de distance entre eux. Distance entre haut et bas sur le plan de la matière et sur le plan de l'esprit, proximité. Il y a une scène dans la liste de Schindler où une petite fille se cache sous un lit pour échapper à la rafle dans le ghetto de Varsovie. Elle se bouche les oreilles pensant ainsi que ce qu'elle n'entendra pas n'existera pas non plus. Dans le train vers Paris, 2 femmes russes parlaient très fort au point qu'un homme assis pas très loin paraissait avoir du mal à se concentrer sur sa lecture. Un contrôleur est passé, leur a précisé qu'elles étaient installées dans un wagon zen, dédié au calme et à la tranquillité, a-t-il dit. Et qu'elles devaient donc respecter le silence. Elles se sont excusées et ont commencé à chuchoter, mais tout aussi fortement que ce qu'elles faisaient avec leurs cordes vocales. Cette coutumière peur du vide, cette peur du rien, de la mort en somme. L'homme un peu excédé finit par faire tomber sur le sol le marque-page de son livre. C'était une carte postale comportant une peinture, un portrait de Beethoven. Paris et Bruxelles offrent les discrétions des alchimistes et les lieux de l'art nouveau qui font une incursion au cœur même du temps de l'observation, incitent aussi à entendre de façon toute nouvelle.
On aurait tendance à se sentir en lutte permanente pour adoucir ce continuum sonore que l'homme de la grotte de Lascaux, après l'intimité de son antre, ne pourrait considérer là que comme une agression. Savez-vous que la voix de Gustave Eiffel a été le premier enregistrement connu d'une voix? Où sont donc passés tous ces sons infinis et évaporés? Le vent veut se faire remarquer encore. Chuchote fort, chuchote fort, chuchote fort, chuchote fort, chuchote fort. À Londres, il y a une femme qui s'appelle Margaret McCollum. Elle venait tous les jours dans le métro uniquement pour écouter l'annonce de son mari, enregistrée en 1950. Oswald Lawrence est mort en 2003. Un jour, cette voix a été remplacée par un enregistrement électronique. Margaret a demandé la cassette où se trouvait la voix de son mari pour pouvoir l'écouter chez elle. Cette histoire a ému la société de métro qui a décidé de restaurer l'annonce uniquement à la station où habite Margaret. Écoute hors du temps, mais réactualisée dans un espace-temps en bloc qui défie, comme l'effet Doppler, vous savez, la sirène du camion de pompiers qui devient plus grave en s'éloignant et plus aiguë en s'approchant, prouvant ainsi que le temps est bien relatif. Tout s'enchevêtre, se superpose, se combine depuis l'infini, depuis le mystère du rien. Sans le pouvoir séparateur de Louis, tout ne serait certainement qu'un chaos permanent, comme l'effet cocktail party dans une brasserie. Depuis les entrechocs du garçon qui range des tasses derrière le comptoir, chaque résonance contient sa fonction, son sens, sa beauté. Il y a toujours des tas de choses à comprendre dans le son, mais c'est souvent plus clair avec les mots. Ceux des tables voisines répondent sans le savoir à nos questions les plus intimes, les plus secrètes. Si on veut bien laisser traîner une oreille. Synchronicité sonore. Vous avez déjà essayé? Posez-vous une question intérieurement, puis oubliez tout en laissant l'oreille divaguer. Alors, pour cela, nous avons entre autres choses inventé les mots et les objets à rumeur. Sol et là, 2 fois s'il vous plaît. Les instruments de musique qui sont là pour fracturer le vide. De Ré et de La. Le faire parler malgré lui. Ça serait tout? Oui. Si on peut La nécessité absolue de la corde tendue pour décocher des flèches sonores, c'est vital. Ouais, c'est parfait. Merci, c'est parfait, merci beaucoup. Hein, au revoir. Et j'avais pas envie de venir tout seul ici, tu vois, juste pour acheter. Quelle magie que notre boîte crânienne. Belle stéréophonie. La conduction osseuse du son d'une oreille à l'autre nous permet de situer les objets d'une place assez précisément et aussi de les aimer ou de les détester. Comme si nous les entendions en rêve, on peut
s'amuser à extraire des symboles de ces sons et puis les interpréter de la même façon qu'on donne sens à ses propres songes. Quant aux sons célestes, ils utilisent tous les moyens possibles pour nous délivrer tout un tas de messages. En s'immisçant dans les bruits blancs aux multiples fréquences simultanées. L'air des tuyaux nous souffle des codes très, très discrets. Si notre oreille subtile est assez affinée, je suis sûr que la voix des anges et de ceux qui les ont rejoints s'entend très facilement. Beaumont-Hamel dans la Somme, un champ de bataille de la Première Guerre mondiale. L'offensive y fut une des plus sanglantes de l'histoire de l'humanité. Dès le 1er juillet 1916, des centaines de milliers d'hommes ont été réduits au silence, ou blessés là, en 5 mois seulement. Ils étaient Canadiens, Terre-Neuviens, Français, Allemands. Faudra-t-il en nous et autour de nous toujours l'en faire des bruits pour qu'on puisse revenir au silence? Parmi toutes les formes de silence, celui du recueillement montre à quel endroit se situe l'infinie petitesse de l'homme. Des explosions à perforer les tympans, laissant la place sur le lieu du crime, et 100 ans après, un vide tellement épais et lourd qu'il se confond même avec la tourbe. Faut-il donc accéder au désastre pour pouvoir aussi ressentir le souffle des hommes autour de nous, toujours l'en faire des bruits pour qu'on puisse revenir au silence? Faudra-t-il sans fin la colère pour le toucher de l'âme, ce silence? Et puis quel silence? Quel silence? Quel
Quel silence. Aller à Palerme en passant par Francfort, pas très écolo ça. Notre planète est un tout résonnant, un théâtre sonique. Une scène sur laquelle s'entremêle l'univers des pratiques des sons et des écoutes, porté par la richesse de cultures multiples. Si nous avions la possibilité de percevoir tous les sons de notre planète depuis le cosmos, tandis qu'elle serait réduite à nos yeux à la taille d'une simple balle, on y écouterait la symphonie du monde. Les frontières entre représentation et réalité sont minces, comme dans notre quotidien finalement. On ne sait pas vraiment à quel moment nos actions basculent dans la théâtralité. D'ailleurs, tout n'est-il pas une grande comédie où il n'y a plus tellement de différence entre celui qui écoute et celui qui produit du son? Puisque de toute façon, tout le monde écoute et tout le monde produit des sons. Alors, chacun devient un compositeur en puissance par sa seule façon d'être conscient de ce qu'il se joue, là, pour ses oreilles. On ne fait finalement que recycler des éléments dans une combinaison infiniment délicate, où chacun se sent libre de goûter les diverses strates des phénomènes observés par les oreilles du cœur, où chacun arrive à se sentir vibrant et vivant. C'est toujours assez silencieux un ascenseur, surtout quand on y est entré à plusieurs. Le silence partagé y gagne souvent en épaisseur. Chaque lieu a un son singulier. Chaque silence est unique. Le silence, quand il y en a au Trocadéro à Paris, n'est pas celui de la Piazza Pretoria à Palermo. Il est aussi différent selon l'heure de la journée. Il révèle une tonalité différente le matin, l'après-midi ou le soir. Et ce silence est différent aussi lorsque je choisis de changer mon point d'écoute. Il m'amène à la conscience le son de mes pas ou de ma respiration. Et le ronron habituel, mais si différent d'une ville à l'autre. Le léger bourdonnement qui nous entoure est une épaisseur coutumière et nous n'y prêtons souvent plus attention, sauf à l'instant où nous ne l'entendons plus. Dans les journées où nous sommes saturés par l'agression des sons, il est bien de reposer l'écoute. L'appartement du plasticien Victor Vasarely est tout gris. C'est pour reposer les yeux et le mental. C'est un besoin vital d'aller vers le rien. Mais au fait, quel silence aimons-nous et lesquels on déteste?
Revenir au vide ou presque, c'est un vertige, un puits sans fond. Si en ce moment même, nous pouvions aller vers un silence physique pour laisser parler des choses infimes, écouter seulement nos sons de l'intime, par exemple, dans un silence relatif, écouter tous ces microphoniques sons, ici et au-delà des fenêtres. Et le cratère, lui, nous dévoile ses secrets en nous disant un peu quelque chose comme « Qu'est-ce que le silence, sinon la somme de vide qu'on est capable de s'offrir à soi-même ?» Sous une vitre du musée archéologique de Montségur, en Ariège, il y a 2 squelettes qui ont chacun une flèche de Cupidon flanquée dans le bassin. Ils sont certainement morts lors du siège du dernier bastion cathare au sommet du Pog. Ils sont tombés sans doute tous les 2 ensemble. N'est-il pas étonnant qu'on puisse mourir d'une seule flèche dans le bassin, sinon peut-être par l'hémorragie qui s'ensuit? Mais le silence qui émane de ces 2 squelettes est stupéfiant. C'est là celui de 2 corps brutalement rendus muets au cœur de la furie d'une bataille. Sont-ils morts ensemble? Peut-être en quelques minutes? Dans une scène du film Voyage en Italie de Roberto Rossellini, on voit à Pompéi des corps pétrifiés, 2 amants pris dans l'espace-temps d'une étreinte, figés éternellement dans les cendres du Vésuve. Il n'avait fallu que quelques secondes pour ne pas voir arriver la mort, les projeter tous 2 éternellement dans ce silence incandescent. Mais prenons un enregistreur pour essayer d'immortaliser la voix de la Sibylle Acuman, ou plutôt ce qui s'infiltrera comme secret dans le souffle du vent.
Le son de ses propres pas. C'est le premier niveau sonore de l'intime. Le son de soi sur le chemin vers soi. Tous les chemins mènent à Rome. Ça, c'est le moment de la relève de la garde suisse. Écoutez bien, c'est une partition d'injonction. Dans la chapelle Sixtine, un gardien martèle à intervalles réguliers ce mot parce que des personnes expérimentent le fait de murmurer face au mur, pléonasme, pour que leur voix soit perçue de l'autre côté de la chapelle par un ami qui colle l'oreille contre la paroi. On a le même principe dans le métro parisien, mais on voit peu de gens essayer. Sous la fresque de Michel-Ange, après l'injonction, les messes basses naissent d'abord d'un réel silence, puis se transforment en un chuchotement presque imperceptible qui prend le relais avec des murmures et puis en voisement, faisant grimper encore le niveau des décibels. Alors, la rumeur devient un brouhaha généralisé qui est tranché net par la prochaine apostrophe. Le gardien blasé relance encore un... Voilà que l'art nous invite à revivre ces phénomènes, à en avoir une conscience qui s'aiguise dans le lâcher-prise. Accueil, réceptivité. S'il y a un théâtre sonique naturel, ce sont bien les places de marché. Il y a là des combinaisons d'une incroyable beauté où se chante la vie même, où il est possible de laisser venir à la conscience tout un monde musical. Comme on le faisait dans la Grèce antique, recomposé par le spectacle tout un univers vibrant où le public devient libre de cheminer vers ses propres points d'écoute, vers ses propres nécessités psychiques et physiques, vers ses propres surprises, est un pas vers la libération de la conscience. Comme dans la vie, le déplacement des points d'écoute construit notre propre musique. Dans l'appartement de Victor Vasarely à Aix-en-Provence, les murs, le sol et le mobilier gris servaient à pouvoir travailler à la sortie de ce cocon avec les nuances fines des couleurs. Finalement, une chambre sourde, c'est-à-dire une pièce qui ne réfléchit aucun son, agit de la même façon. Dans ce spectacle, comme sur une place de marché, la représentation n'est ici pas séparable de nos déambulations quotidiennes, de nos égarements, de nos choix, de nos timidités, de nos errances et de nos forces. Seul le chronomètre nous unit dans un temps utopiquement commun.
Ainsi, la représentation de la colère nous permet d'amener ou de revenir à ce profond silence que le bruit des émotions et des états a brouillé ou chamboulé en nous. Dans cette œuvre Mikuji, Chikako joue derrière la scène qui reste un moment vide. Hélène, elle, a déjà commencé à jouer du piano tandis que les personnes ne sont pas encore rentrées. Les musiciens jouent parfois dans le dos du public, histoire de changer, d'ouvrir, de goûter d'autres points d'écoute. Un jour, lors d'une performance musicale, une femme entendait durant les grandes plages de silence qui alternaient avec les parties instrumentales un bruit étrange venant directement du corps de son voisin. Elle entendait une sorte de battement assez caverneux et régulier. À la fin du spectacle, l'homme, l'air gêné, s'est excusé auprès d'elle à cause de ce qu'il considérait comme étant un désagrément pour l'écoute. Il s'agissait en fait du son de son pacemaker. Il n'avait pas imaginé qu'il y ait autant de silence qui révélerait ainsi les battements de son cœur. Des sons que nous percevons communément, des sons au-delà de l'architecture visible, et des sons de notre temps cohabitent et nous racontent. Et des sons de notre temps, et des sons de notre temps cohabitent. Assis dans la posture, on peut essayer d'habiter de notre non-pensée de grandes plages de silence, tandis que seule la voix du moine zen est censée interférer dans cet espace vide de son. Si on écoute avec une délicate attention, il y a cependant de très petits bruits comme ceux de l'inspiration et de l'expiration des pratiquants. Il y a aussi les bruits de la déglutition de certaines personnes qui ont besoin d'avaler leur salive. Ces sons peuvent prendre une ampleur démesurée. On peut les entendre certainement plus fortement que ce qu'ils doivent être extérieurement, à cause de l'oreille interne. On peut avoir la sensation que le bruit que cela fait est tout autant perceptible par le voisin à côté, ce qui peut déranger au point de provoquer une gêne et donner l'envie de plus en plus pressante de déglutir. Une sorte de cercle vicieux s'installe alors et toute tentative de faire silence disparaît. Il n'y a plus que le bruit de sa salive qui a de plus en plus de difficultés à se frayer un chemin dans la trachée. Arrivent alors des pensées obsessionnelles provoquées par cette situation incommodante. Finalement, même un jardin zen peut se faire attraper par le tumulte en perpétuel chantier de la vie des hommes.
Il faut aller le toucher au cœur, le silence. Comme avec le principe de l'appartement gris de Vasarely, la chambre anéchoïque agit de la même façon, mais du point de vue de Louis. Dans un lieu comme celui-ci, le silence physique est quasi parfait. Peut-être que pour traverser le miroir d'Orphée, il faut toucher une profondeur du rien, en revenant vraiment à zéro. L'idée étant d'être dans un endroit isolé des bruits de l'extérieur, c'est un endroit calme. Zéro fenêtre, zéro porte visible et presque zéro son pour renaître ensuite de ce tombeau au monde des perceptions. Il y a certaines personnes qui me demandent de sortir en fait, Ah oui. qui trouvent cette sensation désagréable et qui sont pas à l'aise et qui veulent ressortir. Ne plus entendre pour entendre mieux ensuite. Et à la sortie de ce drôle de sarcophage, entendre presque pour la première fois tout ce qui s'invite de nouveau au tympan. Éblouissement auditif. Symboliquement, le son de l'explosion nous renvoie à la joie orgasmique et créative ou à son pendant, le feu destructeur de la transmutation. Nos sens communs perçoivent assez mal certaines fréquences car elles font partie de claviers supérieurs en vibration à ceux accessibles par notre oreille humaine et dont la bande passante va de 20 à 20 000 Hz. Le silence comme le son, pile et face d'une même réalité. Qu'on le veuille ou non, tous nos gestes sont musicaux. Avec ou sans outils, nous nous orientons d'une résonance par-ci, d'une répétition par-là, sans même nous en rendre tout à fait compte. Parmi les deux grandes sortes de silence, de celui qui est physique n'émerge aucun son perceptible. Le silence intérieur, lui, est le silence des mémoires et des pensées qui font qu'on se demande si on a bien fait telle ou telle chose du quotidien, si on a fermé la porte de la maison, si on a bien emporté avec soi son téléphone portable. Nous alternons geste et immobilité, rêve et veille, son et silence, dans de mathématiques et mystérieux respires.
souffle de nos transformations alchimiques et graduelles. Nous élaborons l'essence de nos fruits à partir d'un vide pour déguster la vie dans sa jouissance douce. Verse, eau et chanson, le vin de l'invisible, qui est le nom et le signe de ce qui n'a pas de signe. Verse-le en abondance, car c'est toi qui enrichis l'âme. Rends l'âme ivre et donne-lui l'essor. La danse du raisin. Voilà. On en profite pour goûter un peu. Dans la dernière qu'on a vu goûter, là, on voit bien qu'il y a une dimension en plus. Quoi. Il y a vraiment, il y a comme plus de volume, plus voilà, quelque chose qui va être plus riche. Là, normalement, on devrait arriver à un degré de 13,4 à l'arrivée. L'écoute, c'est ce qui permet de gérer la voilure d'un bateau. L'oreille est quant à elle un organe complexe. L'oreille externe et visible comprend le pavillon et les conduits auditifs. L'oreille moyenne est celle du tympan et des osselets constitués de 3 petits os. Le marteau, l'enclume et l'étrier. Nigredo alchimique, mort, feu destructeur à partir duquel se construira le grand œuvre à venir. Première action de base du processus de la transmutation par l'écoute des sons du monde, depuis les plus petits et les plus proches, jusqu'aux plus éloquents et les plus lointains. La cochlée est cause des perceptions des mouvements de notre corps. Chaque cellule de la cochlée répond à une certaine fréquence. L'oreille contient donc à la fois l'organe de l'audition et celui qui contrôle la verticalité et l'équilibre. C'est un fil à plomb. Sur les champs de bataille, les marches-tambours précédaient les lignes de l'infanterie, c'est dire le pouvoir attribué au son. Pompéi, on a retrouvé sur des fresques un instrument qui a été reproduit dans un musée abrité par un ancien magasin de style Art Nouveau à Bruxelles. C'est le cornu. Il s'agit d'un modèle de trompette romaine utilisé d'abord dans les contextes militaires.
Il sert aux sonneries pour les funérailles, pour annoncer les jeux dans l'arène et pour des réunions en tout genre. Les sonneries, c'est comme cela qu'on les appelle, avaient des fonctions différentes. De l'annonce du début des jeux aux ouvertures solennelles d'un rituel religieux, jusqu'à la trompette de l'ange annonciateur du jugement, elles délivrent clairement un message à chacun. Les instruments à rumeur informent, ils revendiquent, ils clament et laissent ensuite, sur le champ de bataille ou après le passage d'un cortège, un silence parfois pesant. Par le son que nous produisons, nous avons besoin de dessiner des formes invisibles dans le silence de l'air. Mais seules les oreilles du cœur pourront s'en emparer. Sentons-nous parfois cet ange qui nous décoche des flèches, très silencieux à titiller l'envie, à faire éclore dans la conscience les sons du monde pour qu'ils se glissent dans le calice. Dialoguer avec l'ange qui sait tout, qui n'est autre que nous, tout au fond de nous, celui des rumeurs et des annonces en tout genre, articulant l'envie et l'air de rien des bouquets de vibrations multiformes. Alors la musique, c'est seulement les sons dont on sait qu'il nous parle. Non, le silence n'est pas seulement l'impossibilité de l'expression des sons, mais surtout un endroit plein d'un vide. Paradoxe qui engendre en nous le désir et donc la conscience. Le vide n'est pas seulement le rien qui nous bouscule, ce qui ne vient jamais dans l'attente des êtres et des choses, parce qu'alors il n'y aurait du silence que dans le non dit, le non pensé, le non soufflé, le non percuté, le non frotté. Mais il n'y a finalement qu'un éternel présent de silence simultané à la possibilité infinie des sons. Écoutons encore. Toujours et souvent, en proie que nous sommes au bruit des corps et des âmes, demeure l'amour des dialogues du plein et du vide. Ça vaut au moins la peine d'espérer pour que les barreaux de nos cages s'effacent. Allez, il est temps d'écouter l'enregistrement du vent dans l'antre de la Sibylle Lacoumane pour savoir si on peut y déceler quelque chose d'important ou il est préférable seulement même garder le silence, un tout petit quelque chose qui nous raconterait un peu. Seulement même, ce sera un tout secret, petit peu quelque chose de nous, quelque chose qui nous raconterait du monde, peu de la vie. Un tout petit secret de rien, infini. Soyez toujours attentifs, parce qu'un film. Soyez toujours attentifs, de rien, infini. Écoutez, parce qu'un film. Soyez toujours attentifs. Vous avez entendu comme moi? Chut. Écoutez, si tu prêtes l'oreille, même les pierres. Il y a quelque chose de bouleversant à observer la fabrication des objets à rompre le silence, et celles et ceux qui les fabriquent. Ces objets à rumeur, objets à sonner la fin du vide, à célébrer les choses de la vie, à nous rappeler à nos petites comme à nos grandes actions. Yehudi Menuhin savait que toute vie provenait du silence.
Alma Rosé, avec son violon, savait aussi que pour échapper à la mort à Auschwitz, il fallait s'en extraire du silence. Ça prend combien de temps pour mâcher l'archer? Ça peut être très rapide, mais si je fais une moyenne, je mets 1 heure à peu près par archer. Il y a quelque chose de réjouissant à tendre une corde pour que s'y dépose l'archer sur le crâne, flèche aiguisée à fendre l'air, à se planter dans nos multiples bruits et nos doutes infinis. Le luthier taiseux, torturé, qui passe sa journée avec ses violons parce qu'il n'arrive pas à parler. Il y en a, hein, mais bon. On travaille là où on est en résidence. Non, non, pas tout l'après-midi. C'est pour ça que je me demande, ça fait beaucoup de bruit quand même. Ah non, non, mais j'allais pour 2 minutes. Je vous ai enregistré là. Ok, ça marche, merci.